Quand ma fille m'a laissé 2 € pour tenir un mois entier, j'ai regardé ces pièces dans ma main et j'ai souri. Elle pensait m'humilier, mais elle venait de me rendre ma fierté. Comment? Eh bien, avec ces 2 €, j'ai acheté une mèche de scie d'occasion et en 3 semaines, j'avais transformé du bois flotté ramassé au bord de la Garonne en commande qui valait plus que son voyage de luxe en Europe. Le jour où elle est rentrée avec ses sacs de créateurs, elle m'a trouvé en train de partager un repas avec mon voisin, entouré de mes créations. Son visage, quand je lui ai rendu ces 2 €, c'était impayable. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Henri Beaumont, j'ai 80 ans et j'ai passé ma vie les mains dans la sciure et les copeaux. 53 ans de métier, d'abord comme apprenti menuisier chez Maître Dufour à Bordeaux, puis comme artisan ébéniste dans mon propre atelier rue Sainte-Catherine. Mes mains, regardez-les bien, elles portent encore les cicatrices de chaque meuble que j'ai créé, de chaque escalier que j'ai restauré dans les vieilles maisons bordelaises. Ma femme Monique est partie il y a 2 ans. Le cancer l'a emportée après 48 ans de mariage. 48 années où elle préparait mon café à 5 heures du matin, où elle balayait la sueur que je rapportais dans mes cheveux, où elle écoutait mes histoires d'atelier sans jamais se plaindre. Quand elle nous a quittés, quelque chose s'est cassé en moi, comme une scie qui se brise en plein travail. Notre fille unique, Nathalie, habite maintenant un appartement moderne du quartier des Chartrons. 47 ans, divorcée, elle travaille dans je ne sais plus quelle agence de communication. Elle dit toujours qu'elle est débordée, qu'elle gère des projets importants, qu'elle n'a pas le temps. Le temps pourquoi? Pour rendre visite à son vieux père? Pour s'asseoir 5 minutes dans la cuisine où elle a grandi? Depuis la mort de Monique, Nathalie vient me voir 1 fois par mois, parfois moins. Elle arrive toujours pressée, regarde sa montre, inspecte ma maison comme si elle cherchait des preuves que je ne sais plus me débrouiller seule. Elle ouvre mon frigo, compte mes médicaments, vérifie si j'ai payé mes factures, comme si j'étais devenu subitement incapable de gérer ma vie après avoir tenu un atelier pendant des décennies. La maison où j'habite, je l'ai construite de mes propres mains en 1978. Chaque poutre, chaque étagère, chaque placard porte ma signature. Monique choisissait les couleurs, je taillais le bois. Elle voulait une cuisine spacieuse, j'ai abattu une cloison. Elle rêvait d'une bibliothèque dans le salon, j'ai sculpté des étagères qui épousent parfaitement l'angle de la pièce. Cette maison, c'est notre histoire gravée dans le chêne et le pin. Mais après la mort de Monique, les ennuis ont commencé. Les factures de l'hôpital, les soins, les médicaments. Nathalie s'occupait de tout ça, disait-elle. Moi, je ne comprenais rien à ces papiers administratifs. J'ai toujours été un homme simple. Je travaille, je gagne ma vie, je paie mes dettes. Point final. Les assurances, les mutuelles, les remboursements. Tout ça me passait au-dessus de la tête. Ce que j'ignorais, c'est que Nathalie n'avait pas payé certaines factures médicales de sa mère. Pas par méchanceté, je pense, plutôt par négligence. Elle était débordée, comme toujours. Le problème, c'est que ces factures impayées ont déclenché une procédure de saisie sur mon compte bancaire. Du jour au lendemain, mes 843 € de retraite ont été bloqués. Quand j'ai essayé de retirer de l'argent au distributeur pour faire mes courses, la machine a avalé ma carte. « Contactez votre banque », disait l'écran. À la banque, on m'a expliqué avec des mots compliqués que mon compte était gelé temporairement à cause de créances impayées. La dame derrière le guichet, très gentille d'ailleurs, m'a dit que ça pouvait durer plusieurs semaines, voire quelques mois. Je suis rentré chez moi avec les mains vides et l'estomac qui gargouillait. Dans mon porte-monnaie, il me restait exactement 12,50 €. De quoi tenir peut-être une semaine si je mangeais comme un moineau. J'aurais pu appeler Nathalie immédiatement, lui expliquer la situation. Mais quelque chose en moi refusait. Cette fierté d'artisan peut-être. Cette dignité d'homme qui n'a jamais tendu la main à personne. Ou alors cette peur terrible qu'elle me regarde avec cette expression que je déteste. Tu vois bien que tu ne peux plus te débrouiller seul, papa. Alors j'ai décidé de me débrouiller.
Avec mes 12,50 €, j'ai acheté de quoi survivre, des pâtes premier prix, du pain de mie, des conserves de légumes en promotion. J'ai calculé au centime près. Si je mangeais un repas par jour, je pouvais tenir 2 semaines. Le temps que ma retraite soit débloquée, pensais-je. Mais 2 semaines ont passé, puis 3. Mes derniers euros fondaient comme neige au soleil. J'ai commencé à espacer mes repas. 1 jour sur 2, puis 1 jour sur 3. Mon corps de 80 ans protestait, mais mon orgueil était plus fort que la faim. C'est à cette époque que j'ai fait la connaissance de Youssef, mon jeune voisin du 42. Un garçon de 22 ans, étudiant en architecture à l'université de Bordeaux. Ses parents habitent au Maroc, et lui vit seul dans un petit studio qu'il loue au-dessus de l'ancienne boucherie. Un gamin bien élevé, poli, qui me salue toujours quand on se croise dans la rue. Un matin, vers 10 heures, j'étais assis sur ma petite chaise devant la porte, à regarder passer les gens. Youssef est sorti de chez lui avec son sac d'étudiant sur l'épaule. Il m'a dit bonjour comme d'habitude, mais cette fois, il s'est arrêté. « Ça va, monsieur Henry ? Vous avez l'air fatigué. » J'ai souri en haussant les épaules. « L'âge, mon petit, l'âge. » Il m'a regardé avec ses grands yeux noirs, plein de gentillesse. Ce garçon-là, il avait été bien élevé par ses parents. « Vous avez déjeuné ?» m'a-t-il demandé. « Bien sûr, bien sûr. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Youssef n'était pas dupe. Les jeunes aujourd'hui, ils voient tout. Le lendemain, il a frappé à ma porte avec un Tupperware dans les mains. « Ma mère m'a envoyé des tagines surgelées du Maroc », a-t-il menti avec un sourire. « J'en ai trop, ça va se périmer. Ça vous dit de m'aider à finir ?» Je savais qu'il mentait. Ses parents n'avaient pas plus d'argent que lui pour envoyer des colis surgelés. Mais j'avais tellement faim que j'ai accepté. Ce tagine aux légumes, parfumé à la cannelle et au gingembre, c'était le premier vrai repas que je prenais depuis 1 semaine. En mangeant, on a commencé à discuter. Youssef étudie l'architecture. Il rêve de construire des maisons qui respectent l'environnement, des bâtiments durables, comme il dit. Moi, je lui ai raconté mes années d'artisan, mes créations, les meubles que j'ai fabriqués pour les grands appartements bordelais. « Vous devez avoir des photos de vos réalisations ?» m'a-t-il demandé. J'ai sorti mes vieux albums. Des centaines de clichés pris au fil des ans. Commode Louis XV, bibliothèque sur mesure, escaliers en colimaçon, table de ferme en chêne massif. Youssef feuilletait les pages avec des yeux émerveillés. « C'est incroyable, monsieur Henry. Cette précision, ces détails. On n'apprend plus ça à l'école aujourd'hui. »« Le bois », ai-je murmuré en caressant une photo de commode. « C'est comme un langage. Il faut l'écouter, comprendre ses fibres, respecter son caractère. Chaque essence a sa personnalité. » À partir de ce jour-là, Youssef a pris l'habitude de passer me voir après ses cours. Parfois avec un reste de son déjeuner, parfois juste pour discuter. Il posait 1000 questions sur les techniques d'ébénisterie, les essences de bois, les finitions. Moi, j'étais heureux de transmettre. Ça me rappelait mes années d'apprenti chez Maître Dufour, quand j'écoutais religieusement ses conseils. Mais au bout de 3 semaines, ma situation devenait critique. Il ne me restait que 4 € en poche, et toujours aucune nouvelle de ma retraite débloquée. J'avais maigri, mes vêtements flottaient sur mes épaules. Youssef s'en inquiétait, mais je continuais à faire semblant que tout allait bien. C'est alors que Nathalie a appelé, un dimanche matin vers 11 heures. « Papa, c'est moi, je voulais te prévenir, je pars en voyage demain. »« Ah, où ça, ma chérie ? » ?»« Un tour des capitales européennes, Londres, Amsterdam, Prague, Vienne. J'ai besoin de me ressourcer, de prendre du recul sur ma vie. Tu comprends ? » Non, je ne comprenais pas. Quand on a 47 ans et qu'on gagne correctement sa vie, on se paye des voyages de luxe pour se ressourcer. Quand on a 80 ans et qu'on survit avec 4 €, on se contente de regarder les pigeons sur sa chaise devant la porte. « Combien de temps tu pars ?» ai-je demandé. « 1 mois, peut-être plus. Ça dépend de mon état d'esprit. J'ai réservé des hôtels sympas. Je vais visiter des musées, des galeries d'art.
Ça fait tellement de bien de voyager. C'est bien, ma chérie. Amuse-toi. Je passerai te voir avant de partir, vers 18 heures, histoire de vérifier que tout va bien chez toi. Elle a raccroché sans me demander comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si ma santé tenait le coup. Rien. Son monde, c'était ses projets, ses voyages, sa recherche personnelle. Son vieux père, un détail administratif qu'il fallait régler avant de s'envoler vers d'autres horizons. Le dimanche soir, Nathalie est arrivée à 18 heures précises, comme annoncé. Elle portait un nouveau manteau en laine, des bottes en cuir italien, un foulard de soie. Ses bagages étaient déjà dans le coffre de sa petite Audi rouge. « Salut papa. Alors, tout va bien ?»« Oui, ça va. » Elle est entrée dans la maison en regardant autour d'elle comme une inspectrice en mission. Elle a ouvert le frigo, hoché la tête d'un air satisfait. « Bon, tu as de quoi manger. Tes médicaments sont là. Ta retraite arrive dans... Voyons, dans 15 jours, c'est ça ? Oui, je crois. En réalité, ma retraite était toujours bloquée, mais je n'allais pas lui expliquer. Pas maintenant, pas au moment où elle partait en voyage. Nathalie a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite enveloppe bleue. Tiens, au cas où tu aurais un petit creux avant que ta pension tombe, pour t'acheter quelques douceurs. Elle m'a tendu l'enveloppe avec un sourire condescendant. J'ai senti mes joues s'enflammer, mais j'ai accepté sans rien dire. Je t'enverrai des cartes postales, a-t-elle lancé en m'embrassant rapidement sur la joue. À dans un mois. Elle est partie en coup de vent, ses talons claquant sur le carrelage. J'ai entendu sa voiture démarrer, puis le bruit du moteur qui s'éloignait dans la rue. Je suis resté planté dans mon entrée, l'enveloppe bleue dans les mains. J'ai attendu qu'elle soit loin pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait 2 pièces de 1 euro. 2 euros. 24 mois de salaire d'apprenti en 1962. De quoi s'acheter un café et un croissant en 2024. 2 euros pour quelques douceurs, alors qu'elle partait claquer des milliers d'euros dans des hôtels de luxe européens. J'ai regardé ces 2 pièces dans ma main pendant un long moment. Elles brillaient sous la lumière de l'entrée, froide comme l'indifférence de ma fille. 2 euros. Le prix d'une baguette de pain, ou d'un litre de lait, ou d'une boîte de sardines en promotion. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Cette humiliation, cette aumône déguisée en générosité. Non, je n'allais pas mendier. Je n'allais pas ramper. Je n'allais pas supplier ma fille de rentrer de voyage pour m'aider. Ces 2 euros, j'allais les transformer en quelque chose d'autre, en fierté, en dignité, en démonstration que Henri Beaumont n'était pas encore mort. Mais comment? Avec quoi? J'avais 80 ans, plus d'atelier, plus d'outils professionnels. Mes mains tremblaient parfois le matin à cause de l'arthrose. Mes yeux n'étaient plus aussi perçants qu'avant. Qu'est-ce que je pouvais bien faire avec 2 euros? C'est en regardant ma cave que la réponse m'est venue. Là-bas, dans un coin poussiéreux, traînaient encore quelques vieux outils que je n'avais pas vendus quand j'ai fermé l'atelier. Un rabot à main, 2 ciseaux à bois, une équerre, un mètre pliant, des reliques de ma vie d'artisan. Et puis, il y avait ce stock de bois flotté que Monique collectionnait. Elle adorait se promener au bord de la Garonne et ramasser ces morceaux sculptés par le courant, polis par les galets, blanchis par le soleil. Elle les stockait dans la cave en disant qu'un jour, on en ferait quelque chose de beau. Un jour. Ce jour était peut-être arrivé. Le lundi matin, j'ai pris mes 2 euros et je suis parti à pied jusqu'au vide-grenier de la place Saint-Michel. Mes jambes tremblaient un peu après 15 minutes de marche, mais j'ai tenu bon. Il fallait que je tienne bon. Au milieu des stands de vieilleries, j'ai trouvé ce que je cherchais, un marchand d'outils d'occasion. Des trucs rouillés, mal entretenus mais fonctionnels. Au fond d'une caisse, une vieille mèche de scie à métaux. Pas parfaite, un peu émoussée, mais utilisable. Combien pour la mèche? Ai-je demandé au vendeur. 2 euros, a-t-il répondu sans même la regarder. Exactement ce que j'avais en poche, le destin peut-être. Je suis rentré chez moi avec ma mèche d'occasion, mes derniers euros dépensés.
Dans ma cave, j'ai déterré mes vieux outils et choisi le plus beau morceau de bois flotté du stock de Monique, un bout de chêne, probablement arraché à une vieille poutre lors d'une crue. Les fibres étaient serrées, la patine magnifique. J'ai commencé à travailler, doucement, précautionneusement. Mes mains retrouvaient leurs gestes d'autrefois, guidées par 53 ans de métier. La scie mordait le bois avec un petit chant familier. Les copeaux tombaient à mes pieds comme des pétales de fleurs. Qu'est-ce que j'allais sculpter? Un objet simple, utile, beau, quelque chose qui parlerait au cœur des gens. J'ai pensé aux jouets de mon enfance, à ces petites voitures en bois que mon grand-père me taillait dans des chutes de peupliers. Alors j'ai sculpté une petite voiture. Pas un jouet moderne en plastique criard, mais une automobile d'époque, avec des courbes élégantes, des roues parfaitement rondes, des détails ciselés à la main. Chaque coup de gouge était calculé, chaque finition pesée. J'y ai passé 3 jours entiers. Quand j'ai eu terminé, j'ai contemplé mon œuvre sous la lumière de la cave. Cette petite voiture en bois flottait. Elle avait quelque chose de magique. Elle portait en elle l'histoire de l'arbre dont elle provenait, l'histoire du fleuve qui l'avait façonnée, l'histoire de l'artisan qui lui avait donné une seconde vie. Mais maintenant, il fallait la vendre. Et ça, c'était une autre paire de manches. Je n'avais jamais été commercial. Mon truc, c'était créer, pas négocier. Dans mon atelier, les clients venaient à moi avec leurs projets. Là, j'allais devoir sortir de ma zone de confort. J'ai commencé par les commerces du quartier. La pharmacie, la librairie, l'épicerie fine. Partout, c'était la même réaction. Des sourires polis, des compliments sur la beauté de l'objet, mais aucune vente. C'est très joli, mais on n'a pas vraiment de clientèle pour ça, me disait-on. J'ai essayé le marché de Saint-Michel en proposant ma voiture aux passants. Là encore, beaucoup d'admirateurs, mais peu d'acheteurs. Les gens photographiaient mon travail avec leur téléphone, me félicitaient pour mon talent, mais passaient leur chemin sans sortir leur portefeuille. Au bout de 2 jours d'échec, je commençais à douter. Peut-être que Nathalie avait raison après tout. Peut-être que j'étais trop vieux pour me relancer dans l'artisanat. Peut-être que le monde moderne n'avait plus de place pour les créations à l'ancienne. C'est alors que je suis entré dans la petite boulangerie de Madame Leblanc, rue des Forts. Une femme de 60 ans, veuve elle aussi, qui tient son commerce depuis 30 ans. Elle m'a accueilli avec son sourire habituel. « Bonjour, monsieur Henri. Comment allez-vous » ? « Ça va, ça va. Madame Leblanc, j'ai une question un peu particulière à vous poser. » Je lui ai montré ma petite voiture, expliqué ma situation sans entrer dans les détails. Madame Leblanc a pris l'objet dans ses mains, l'a examiné sous tous les angles. Ses yeux se sont mis à briller. « Mon Dieu, mais c'est du grand art. Qui a fait ça ?»« Moi, ai-je répondu simplement. « Vous ? Mais c'est magnifique. Regardez-moi cette finesse, ces proportions. Mon petit-fils adorerait jouer avec ça. Justement, Madame Leblanc, est-ce que ça vous intéresserait de l'acheter? Pour votre petit-fils ?» Elle a réfléchi quelques secondes, puis a hoché la tête énergiquement. « Combien vous en demandez ?» J'ai hésité. Je n'avais aucune idée du prix à demander. Dans ma tête, je calculais. Le coût de mes 2 € de mèche, divisé par le temps passé, plus une petite marge pour survivre, 15 €, ai-je proposé timidement. 15 €? Mais enfin, monsieur Henri, un travail pareil vaut bien plus. Tenez, voilà 20 €. Et je prends aussi une baguette et une demi-douzaine d'œufs de mes poules. Elle m'a tendu un billet de 20 € et un sac, avec le pain et les œufs. J'ai eu du mal à réaliser ce qui m'arrivait. 20 €. De quoi manger pendant 4 jours. Merci, Madame Leblanc. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Au contraire, monsieur Henri, c'est moi qui vous remercie. Vous venez de me donner le plus beau cadeau pour mon Théo. Et si vous en fabriquez d'autres, n'hésitez pas à revenir. J'ai d'autres clients qui seraient intéressés. Je suis rentré chez moi avec mes 20 €, ma baguette fraîche et mes œufs encore tièdes. Pour la première fois depuis des semaines, j'allais pouvoir manger à ma faim. Mais plus que ça, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu.
La fierté du travail bien fait, le bonheur de voir quelqu'un apprécier sa création. Le soir même, j'ai commencé une nouvelle sculpture. Cette fois, un coffret à bijoux pour dame, avec un petit mécanisme que j'avais appris à fabriquer dans ma jeunesse. 2 jours de travail minutieux, et j'avais créé un petit chef-d'œuvre en bois flotté. C'est à ce moment-là que Youssef a frappé à ma porte. Il revenait de ses cours et passait me dire bonjour, comme tous les soirs. Quand il a vu ma nouvelle création, ses yeux se sont écarquillés. Mais c'est vous qui avez fait ça, monsieur Henry? Oui, avec mes vieux outils et du bois de récupération. C'est incroyable. Comment vous faites ce petit mécanisme? Je lui ai expliqué la technique, montré comment les pièces s'imbriquaient, comment le couvercle se soulevait en douceur quand on appuyait sur un petit bouton dissimulé. Youssef était fasciné. « Vous pourriez m'apprendre ?» m'a-t-il demandé. « Si tu veux, oui, mais ça demande de la patience. J'ai tout mon temps. Et puis, ça me changerait de mes cours théoriques à l'université. » À partir de ce soir-là, Youssef a pris l'habitude de descendre dans ma cave après les cours. Je lui enseignais les bases, comment choisir le bois, comment tenir les outils, comment respecter le sens des fibres. Lui, en échange, m'aidait à porter les pièces les plus lourdes, à nettoyer l'atelier, à organiser mes créations. Au bout d'une semaine, j'avais terminé 3 nouvelles pièces, le coffret à bijoux, un petit porte-stylo en forme de voilier et une réplique miniature d'un moulin à vent. Youssef m'a proposé de m'accompagner pour aller les vendre. « Vous pourriez installer un petit stand devant votre porte » m'a-t-il suggéré. « Les gens du quartier passent souvent par ici. Et moi, je pourrais vous aider à expliquer votre travail, parler aux clients. » L'idée m'a séduit. Pourquoi pas? Je n'avais plus rien à perdre et beaucoup à gagner. Le lendemain matin, on a installé une petite table devant ma porte. J'ai disposé mes créations sur un linge blanc avec une petite pancarte écrite à la main. Sculpture sur bois flotté, artisan ébéniste, Henry Beaumont. Les premières heures ont été calmes. Quelques curieux se sont arrêtés, ont admiré le travail, posé des questions. Mais vers midi, une dame s'est arrêtée devant le coffret à bijoux. Elle l'a pris, l'a ouvert, a actionné le mécanisme plusieurs fois. « C'est pour ma fille », a-t-elle murmuré. « Elle se marie le mois prochain. Ce serait un cadeau parfait pour ses bijoux de mariée. » Youssef a pris la parole. Expliquer la technique, l'histoire du bois flotté, la tradition artisanale. Moi, j'observais cette dame qui caressait mon œuvre avec des yeux émerveillés. « Combien ?» a-t-elle demandé. Cette fois, j'ai osé demander un prix plus réaliste, 50 €. Parfait, je le prends. Et voilà comment j'ai gagné 50 € en une matinée. De quoi vivre 2 semaines entières, ou plutôt, de quoi acheter du bois de meilleure qualité et des outils supplémentaires. L'après-midi même, j'ai vendu le porte-stylo à un monsieur qui cherchait un cadeau original pour son patron. 25 € de plus dans ma poche. Le soir, en comptant mes gains, je n'en revenais pas. 75 € en une journée. Plus que ma retraite hebdomadaire quand elle n'était pas bloquée. « Monsieur Henry » m'a dit Youssef en m'aidant à ranger la table. « Vous vous rendez compte que vous venez de lancer votre entreprise ?»« Mon entreprise ?»« Mais oui, vous avez trouvé votre clientèle, vous maîtrisez votre produit, vous avez un emplacement. Il ne vous manque plus qu'un peu d'organisation. » Ce jeune homme avait l'étoffe d'un entrepreneur. Ses études d'architecture lui avaient appris à voir grand, à penser projet. Moi, j'étais resté dans ma logique d'artisan. Fabriquer, vendre, recommencer. « Qu'est-ce que tu proposes ?» ai-je demandé. « D'abord, on va faire une liste de tout ce que vous savez fabriquer. Ensuite, on va estimer le temps de production pour chaque pièce. Et puis, on va organiser vos ventes. Peut-être même créer une petite vitrine permanente. » L'enthousiasme de Youssef était contagieux. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de ne plus survivre, mais de vivre. De construire quelque chose, de reprendre le contrôle de ma destinée. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur. Mes mains sentaient encore la sueur et la cire d'abeille. Mon dos était douloureux après une journée passée penché sur l'établi.
Mais mon cœur, lui, était léger comme un copeau qui danse dans la lumière. Demain, je recommencerai. Je créerai de nouvelles pièces. J'accueillerai de nouveaux clients. J'enseignerai de nouvelles techniques à Youssef. Et dans 3 semaines, quand Nathalie rentrerait de son voyage européen, elle trouverait un père transformé. Pas le vieil homme diminué qu'elle imaginait, mais un artisan fier de son travail, entouré de ses créations et de la chaleur humaine qu'il avait su recréer autour de lui. Ces 2 euros qu'elle m'avait laissés par dérision, je les avais transformés en bien plus que de l'argent. En dignité retrouvée, en lien social reconstruit, en passion ravivée. Mais je ne savais pas encore que le meilleur restait à venir. Les semaines qui ont suivi ont été les plus belles de mes dernières années. Chaque matin, je me levais avec l'impatience d'un gamin le jour de Noël. J'avais retrouvé ma raison d'être, créer, façonner, donner vie au bois mort. Et surtout, j'avais trouvé en Youssef un apprenti comme je n'en avais jamais eu, même dans mes meilleures années d'atelier. Le jeune homme avait cette soif d'apprendre qui fait plaisir à voir. Chaque soir, après ses cours d'architecture, il descendait dans ma cave transformée en atelier. Il posait 1000 questions, prenait des notes sur un petit carnet, filmait mes gestes avec son téléphone pour les revoir chez lui. « Monsieur Henry, me disait-il souvent, à l'université, ils nous apprennent à dessiner des bâtiments sur ordinateur, mais personne ne nous montre comment on travaille vraiment la matière. Avec vous, je touche du doigt ce que c'est que l'artisanat véritable. Ça me faisait chaud au cœur, ces mots-là. Dans un monde où tout va trop vite, où on jette au lieu de réparer, où on achète du plastique au lieu de chérir le bois, il restait des jeunes pour comprendre la valeur du geste juste. Au bout d'une semaine, Youssef maîtrisait déjà les bases du ponçage. Ses mains d'étudiant, pas encore calleuses comme les miennes, apprenaient à sentir le grain du bois, à respecter le sens des fibres. Je lui ai confié sa première sculpture, une petite chouette en bois flotté, un motif que j'avais créé pour ma Monique des années plus tôt. Une chouette porte bonheur, lui ai-je expliqué. Dans mon village natal, en Dordogne, on dit qu'une chouette dans la maison protège du mauvais œil. Youssef a travaillé 3 soirs sur cette chouette. Je le guidais, corrigeais ses gestes, mais le laissais découvrir par lui-même les subtilités du métier. Quand il a terminé, on avait devant nous une petite merveille. Une chouette stylisée, aux courbes parfaites, avec des yeux incrustés de petits cailloux noirs ramassés sur la plage. « Elle est magnifique », ai-je murmuré. « Tu as le don, mon garçon. » « Vraiment ? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir ? Dans l'artisanat, on ne ment jamais. Le bois ne pardonne pas les mensonges. Le lendemain, nous avons installé notre petite table devant la maison, comme d'habitude. La chouette de Youssef trônait au centre, à côté de mes nouvelles créations. Un set de dessous de verre gravés de motifs bordelais, une boîte à thé avec un mécanisme à ressort et une série de marque-pages sculptés dans des essences différentes. Vers 10 heures, une dame s'est arrêtée devant notre étal. La soixantaine élégante, cheveux argentés impeccablement coiffés, manteau de laine fine. Elle a examiné chaque pièce avec l'œil connaisseur d'une collectionneuse. « Ces dessous de verre », a-t-elle dit en les soulevant un par un, « ils représentent quoi exactement ?»« Les monuments de Bordeaux, madame. Regardez, la tour Peyberland, la porte Caillot, le pont de Pierre, la place de la Bourse. Remarquable. Et cette précision dans les détails, vous êtes vraiment l'auteur de tout ça ? Depuis 53 ans, madame, je suis Henry Beaumont, ancien ébéniste rue Sainte-Catherine. » Son visage s'est éclairé d'un coup. « Henry Beaumont, mais bien sûr, vous avez restauré la bibliothèque de mes beaux-parents dans leur château à Saint-Émilion, il y a... Attendez, 15 ans 16 ans. J'ai fouillé dans ma mémoire. Saint-Émilion, une bibliothèque, des boiseries 18e siècle rongées par les vers. Château de Malagar, famille de Rochefort. Exactement. Je suis Marguerite de Rochefort, la belle-fille. Votre travail était somptueux. Mon beau-père en parlait encore l'année dernière avant de nous quitter. Le monde est petit, comme on dit. Cette dame, c'était de la belle clientèle d'autrefois, le genre de personnes qui savent reconnaître le travail de qualité et qui ont les moyens de se l'offrir. « Que faites-vous ici à vendre sur le trottoir ?» s'est-elle inquiétée.
Vous avez fermé votre atelier? J'ai hésité. Fallait-il lui raconter mes déboires financiers, ma solitude, l'indifférence de ma fille? Non, mieux valait rester dans le positif. J'ai pris ma retraite, Madame de Rochefort. Mais vous savez ce que c'est, les mains d'artisans ne savent pas rester inactives. Alors je m'amuse avec ces petites créations, histoire de ne pas perdre la main. Vous amusez? Mais mon cher monsieur, ces pièces sont dignes d'une galerie. Tenez, je prends les 6 dessous de verre, la boîte à thé et... Cette adorable petite chouette, c'est de votre main aussi? Youssef a rougi jusqu'aux oreilles. Non, madame, c'est mon apprenti qui l'a sculpté. Youssef, je vous présente Madame de Rochefort. Enchanté, madame, a balbutié le jeune homme. Un apprenti, merveilleux. On croit que les traditions se perdent, mais je vois qu'il reste des maîtres pour transmettre. Combien je vous dois pour le tout? J'ai fait un rapide calcul mental. Les dessous de verre, 6 fois 8 €, 48 €. La boîte à thé, 60 €. La chouette de Youssef, allez, 30 € pour encourager le débutant. 138 €, madame. Parfait. Et j'ajoute 50 € de pourboire, parce que vous me rappelez de si beaux souvenirs. Elle a sorti de son sac un portefeuille en cuir et a compté 188 € en billets. Une somme astronomique pour moi qui comptait mes centimes quelques semaines plus tôt. Madame de Rochefort, ai-je dit en empochant l'argent, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour nous. Au contraire, monsieur Henri, c'est moi qui vous remercie. Et si cela vous intéresse, j'organise une vente caritative pour Noël dans ma propriété de Pessac. Des objets artisanaux, des créations d'art local. Voudriez-vous participer avec quelques pièces? Avec plaisir. Quand a lieu cette vente? Le 15 décembre. Dans 3 semaines exactement. Je peux compter sur vous? Bien sûr, on sera là. Elle est repartie avec ses achats emballés dans du papier journal, nous laissant avec notre plus grosse vente de la semaine. Youssef était aux anges. Monsieur Henri, vous vous rendez compte? 188 €. Et en plus une exposition dans une vraie propriété bordelaise. Tu vois, mon garçon, c'est ça la magie de l'artisanat. On ne sait jamais qui va s'arrêter devant notre travail. Un ancien client, un collectionneur, un amateur d'art. Il faut juste avoir confiance en ce qu'on fait. Cette rencontre avec Madame de Rochefort a marqué un tournant. Non seulement elle nous avait apporté un joli pactole, mais elle nous avait ouvert une porte vers un monde que j'avais presque oublié. Celui de la bourgeoisie bordelaise, des amateurs d'art, des collectionneurs de belles pièces. Le soir même, j'ai pris une décision importante. Avec mes 188 € en poche, j'allais investir dans de vrais outils et du bois de qualité. Fini la récupération et le bricolage. Si on voulait jouer dans la cour des grands, il fallait s'en donner les moyens. Le lendemain matin, Youssef m'a accompagné chez Bricorama pour acheter de nouvelles mèches, des ciseaux à bois neuf, du papier de verre de qualité professionnelle. Puis on s'est rendu chez un marchand de bois spécialisé, rue Fondeau-d'Ège. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» nous a demandé le vendeur, un homme d'une 50aine d'années qui connaissait visiblement son métier. « Du bois noble, ai-je répondu, chêne, merisier, noyer. De quoi faire de belles pièces d'ébénisterie. » Il nous a montré ses stocks, des planches magnifiques, veinées, odorantes, caressées par des décennies de séchage naturel. J'ai choisi un morceau de noyer pour une future boîte à bijoux, du merisier pour un projet de cadre photo et quelques chutes de chêne pour des petits objets décoratifs. « Ça va vous coûter 72 €, a annoncé le vendeur. 72 €, l'équivalent de 4 jours de vente sur le trottoir. Mais j'ai payé sans hésiter. Pour faire du beau travail, il faut de beaux matériaux. De retour à la maison, j'ai organisé ma cave comme un vrai atelier. Youssef m'a aidé à fabriquer un système d'étagères pour ranger le bois par essence et par taille. On a installé une lampe puissante au-dessus de l'établi, un aspirateur pour les copeaux et même un petit radiateur électrique pour les soirées fraîches de novembre. On dirait un vrai atelier professionnel, s'est exclamé Youssef. C'en est un maintenant, on va travailler comme des pros. Les jours suivants, je me suis lancé dans mes créations les plus ambitieuses depuis la fermeture de mon ancien atelier.
Une boîte à bijoux en noyer avec un mécanisme à tiroir secret. Un cadre photo en merisier avec des incrustations de nacre. Un service à fromage avec plateau pivotant et couteaux assortis. Youssef, de son côté, perfectionnait sa technique. Sa deuxième chouette était encore plus réussie que la première. Il s'attaquait maintenant à des projets plus complexes. Un porte-courrier en forme de voilier, un vide-poche sculpté dans un nœud de chaîne. Nos ventes quotidiennes augmentaient régulièrement. De 20-30 € les premiers jours, on était passé à 50-60 € en moyenne. Certains jours exceptionnels, comme quand Madame de Rochefort était passée, on frisait les 200 €. J'avais ouvert un compte d'épargne pour mettre de côté nos bénéfices. Chaque soir, je notais scrupuleusement nos recettes dans un petit carnet. Mardi 21 novembre, 67 €. Vente chouette, 30 €. Porte-stylo, 22 €. Marque-page, 15 €. C'était devenu mon livre de bord, la preuve tangible de notre succès grandissant. Un matin, en consultant mon carnet, j'ai réalisé que nous avions gagné plus de 1000 € en 3 semaines. 1000 €. Plus que ma retraite mensuelle quand elle n'était pas bloquée. Mais, au-delà de l'argent, c'est le lien social qui me rendait le plus heureux. Chaque jour apportait ses rencontres, ses conversations, ses sourires, des gens du quartier qui s'arrêtaient juste pour discuter, des enfants fascinés par nos sculptures d'animaux, des retraités nostalgiques qui me racontaient leurs souvenirs d'atelier. Madame Leblanc, la boulangère, était devenue une amie. Chaque matin, elle m'apportait un café et des nouvelles du quartier. Son petit-fils Théo jouait encore avec la petite voiture que je lui avais vendue le premier jour. « Monsieur Henri, me disait-elle souvent, vous avez redonné de la vie à cette rue. Avant, les gens passaient sans se regarder. Maintenant, ils s'arrêtent, ils parlent, ils sourient. C'est beau à voir. » Youssef aussi s'épanouissait. Ses études d'architecture prenaient une nouvelle dimension grâce à ce qu'il apprenait avec moi. Il parlait de créer des bâtiments avec une âme, d'intégrer des éléments artisanaux dans ses futurs projets, de réconcilier modernité et tradition. Vous savez, monsieur Henri, mes professeurs parlent toujours d'innovation, de révolution architecturale. Mais moi, je pense qu'on a aussi besoin de racines, de savoir-faire ancestraux. Votre enseignement, c'est un trésor. Un soir, alors qu'on rangeait l'atelier après une bonne journée de travail, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Nathalie. Sa voix résonnait bizarrement, comme si elle appelait de loin. « Papa, c'est moi. Je suis à Prague. C'est magnifique. Comment tu vas ? » « Ça va très bien, ma chérie. Et toi, ton voyage se passe bien ? » « Formidable. J'ai visité des musées extraordinaires, rencontré des gens passionnants. Je me sens revivre. Dis-moi, tu arrives à te débrouiller avec l'argent que je t'ai laissé ? L'argent qu'elle m'avait laissé. Ces fameux 2 €. J'ai failli éclater de rire. Oui, ça va. Tant mieux. Écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je vais prolonger mon voyage. Au lieu de rentrer la semaine prochaine, je pars maintenant en Italie. Rome, Florence, Venise. Une opportunité unique. Ah, et tu rentres quand alors ? Début janvier, je pense, ou peut-être mi-janvier, ça dépend de mes découvertes artistiques. Tu comprends ? Non, je ne comprenais pas. Partir un mois en laissant son père se débrouiller avec 2 €, c'était déjà limite. Prolonger de 6 semaines supplémentaires, c'était de l'inconscience pure. Papa, tu es là ? Oui. Amuse-toi bien, ma chérie. Merci. Tu es le meilleur des papas. À bientôt. Elle a raccroché sans me demander de nouvelles de ma santé, sans s'inquiéter de savoir si j'avais assez à manger, sans se préoccuper de ma solitude. Juste un « tu es le meilleur des papas », lancé à la volée, comme on jette une pièce dans le tronc d'une église. Youssef, qui avait entendu la conversation, m'a regardé avec ses yeux pleins de compassion. « C'était votre fille. » « Oui, elle prolonge son voyage de 6 semaines. » « Et ça vous va ?» J'ai haussé les épaules. Ça me donne plus de temps pour préparer sa surprise. Sa surprise ? Tu verras bien, mon garçon. Tu verras bien. Les 10 jours qui ont suivi l'exposition ont été un tourbillon d'activités comme je n'en avais plus connu depuis mes meilleures années d'atelier.
Le téléphone sonnait sans arrêt. Des commandes affluaient de partout. Des amis de Madame de Rochefort qui voulaient leur propre création. Des galeristes intéressés par notre travail. Même un journaliste de Sud-Ouest qui souhaitait faire un article sur l'artisan qui renaît à 80 ans. Youssef et moi, on ne savait plus où donner de la tête. Chaque matin apportait son lot de nouvelles demandes. Pourriez-vous me faire un secrétaire comme celui de l'exposition? Avez-vous des chouettes disponibles? Accepteriez-vous de restaurer une commode Louis XV? J'ai dû refuser beaucoup de commandes, faute de temps. Mais j'ai accepté les plus intéressantes. Une série de 12 dessous de verre pour un restaurant gastronomique, une boîte à cigares pour un notaire, et surtout, la restauration d'un magnifique secrétaire du XVIIIe siècle pour un château de la région. Monsieur Henri, me disait Youssef tous les soirs, vous réalisez qu'on a une liste d'attente de 3 mois? 3 mois. À 80 ans, avoir 3 mois de travail garanti devant soi, c'était inespéré. Et pas n'importe quel travail, du beau, du noble, du créatif. De quoi nourrir mon âme d'artisan jusqu'à mon dernier souffle. Mais au-delà des commandes, c'était surtout la reconnaissance qui me touchait. Les gens ne venaient plus acheter par charité ou pour faire plaisir aux pauvres vieux. Ils venaient parce qu'ils reconnaissaient la qualité de mon travail, l'excellence de mes finitions, l'authenticité de mes créations. Madame Leblanc m'a raconté qu'une dame était passée à la boulangerie en demandant « C'est vrai qu'il y a un grand ébéniste qui travaille dans votre rue ?» Un grand ébéniste. Moi qui, quelques semaines plus tôt, ne savais pas comment payer ma baguette de pain. Le 14 janvier au matin, Nathalie m'a appelé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. « Papa, c'est moi, je viens d'atterrir. Mon voyage était fantastique. Je passe te voir vers 18h, d'accord? Parfait, ma chérie. J'ai hâte de te revoir. Moi aussi, j'ai plein de choses à te raconter. Et j'espère que tu as pris soin de toi pendant mon absence. Prendre soin de moi. Si elle savait, j'avais fait bien plus que prendre soin de moi. J'avais repris ma vie en main, retrouvé ma dignité, reconstruit mon avenir. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de moi. La maison avait changé. Le salon, où on avait travaillé les dernières pièces, sentait encore la cire et le vernis. Dans la cave atelier, les étagères croulaient sous les commandes en cours. Sur la table de la cuisine, un carnet noir consignait scrupuleusement nos recettes. Total novembre, 2847 €. Total décembre, 4163 €. Total janvier, 15 premiers jours, 3920 €. 11 000 € en 2 mois et demi, parti de 2 €. Youssef devait passer vers 16 heures pour m'aider à préparer la mise en scène, comme il disait. Car on avait tout organisé pour que Nathalie comprenne immédiatement ce qui s'était passé en son absence. À 15 heures, j'ai commencé mes préparatifs. D'abord, j'ai sorti de son écrin le plus beau cadeau que j'ai jamais fabriqué. Un coffret à bijoux en bois de rose, avec un mécanisme musical miniature que j'avais mis 3 semaines à perfectionner. À l'intérieur, gravé au burin sur une plaque de cuivre, j'avais écrit « L'argent ne remplace pas le pain, et le pain ne remplace pas l'honneur. Ton père qui t'aime. » Ensuite, j'ai disposé sur la table de la cuisine quelques-unes de nos plus belles créations récentes. Pas pour les vendre, juste pour que Nathalie voie de quoi son vieux père décrépit était encore capable. Enfin, j'ai préparé un petit dîner simple mais savoureux. Une blanquette de veau que Monique adorait, des légumes de saison, une bouteille de Bordeaux rouge que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Parce que malgré tout, malgré son indifférence et son égoïsme, Nathalie restait ma fille. Et qu'un père, ça pardonne toujours. Youssef est arrivé à 16 heures précises, avec son éternel sourire et ses mains tachées d'encre de stylo. « Alors, monsieur Henri, vous êtes prêt pour les grandes retrouvailles ?» Prêt, oui, mais pas rancunier. Je veux qu'elle comprenne, pas qu'elle souffre. Vous êtes trop bon, monsieur Henri. À votre place, moi, tu n'es pas à ma place, mon garçon. Et heureusement pour toi, être père, ça transforme le cœur. Même quand on est déçu, on continue d'aimer.
On a vérifié une dernière fois que tout était en place. Notre petit étal devant la maison, avec quelques pièces de démonstration. Le carnet de commande ouvert à la bonne page. L'article du journal Sud-Ouest, publié la veille, posé bien en évidence sur le guéridon. À 18h tapantes, j'ai entendu le bruit familier de la petite Audi rouge qui se garait devant chez moi. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. 2 mois et demi que je n'avais pas vu ma fille. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré ma déception, elle me manquait. La portière a claqué, des pas sur le trottoir, puis la voix de Nathalie. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle était arrêtée devant notre petit étal, ses bagages à la main, la bouche ouverte. Sur la table trônaient 3 de nos dernières créations. Une lampe de chevet en merisier, un service à apéritif avec plateau tournant et une reproduction miniature de la tour Peberland, sculptée dans un nœud de chêne. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le perron. « Bonsoir ma chérie, bon voyage. Papa, c'est à toi tout ça ? Entre donc, on va discuter. » Elle a posé ses bagages dans l'entrée, mais n'arrivait pas à détacher ses yeux des objets exposés. « Papa, je ne comprends pas. D'où sortent ces sculptures ? De mes mains, ma chérie, comme au bon vieux temps. Mais comment ? Avec quoi ? Tu n'as plus d'atelier, plus d'outils. J'ai improvisé. Viens, je vais te montrer. » Je l'ai guidé vers la cuisine, où Youssef nous attendait poliment, debout près de la fenêtre. « Nathalie, je te présente Youssef, mon voisin. Et accessoirement, mon apprenti. »« Bonsoir, mademoiselle, » a dit Youssef en s'inclinant légèrement. « Bonsoir. Votre apprenti ? Papa, qu'est-ce qui se passe ici ? Assieds-toi, ma chérie. On va tout expliquer. » Elle s'est installée sur sa chaise d'enfance, celle où elle faisait ses devoirs il y a 40 ans. Ses yeux parcouraient la cuisine, notant chaque détail. La table couverte de nos créations, le carnet de commandes ouvert, l'article de journal, l'atmosphère chaleureuse que Youssef et moi avions créée. « Tu veux boire quelque chose ?» ai-je proposé. « Un verre d'eau, s'il te plaît. Et surtout des explications. » Je lui ai servi son eau, puis je me suis assis en face d'elle. Youssef s'est installé discrètement à côté. « Alors voilà, ma chérie. Quand tu es partie en voyage, tu m'as laissé quelque chose pour mes petites douceurs. Tu te souviens ? Oui, l'enveloppe bleue. Il y avait 20 €, je crois. 2 €, Nathalie. Il y avait 2 €. Son visage s'est figé. 2 €? Non, c'est impossible. J'avais mis un billet de 20. 2 pièces de 1 €, ai-je répété calmement. J'ai encore l'enveloppe si tu veux vérifier. Mais c'est ridicule. Comment tu as pu vivre avec 2 € pendant 2 mois ? Justement, je n'ai pas vécu avec ces 2 €. Je les ai investis. Investis ? Investis dans quoi ? Dans une mèche de scie d'occasion. Au vide-grenier de Saint-Michel. Je lui ai raconté toute l'histoire. La découverte du blocage de mon compte bancaire, les factures impayées de sa mère, la faim, la solitude, la rencontre avec Youssef, et puis la décision de transformer ces 2 € humiliants en quelque chose de noble. Cette première petite voiture, je l'ai vendue 20 € à Madame Leblanc. Avec ces 20 €, j'ai acheté du bois. Avec le bois, j'ai fait d'autres créations, et ainsi de suite. Nathalie écoutait, les yeux de plus en plus écarquillés. Parfois, elle regardait Youssef, comme pour chercher une confirmation de ce récit invraisemblable. Et aujourd'hui, ai-je continué en ouvrant le carnet de commandes, nos recettes dépassent les 1 000 € par mois. En 2 mois et demi, on a gagné plus de 11 000 €. 11 000 €? Papa, tu déconnes. Regarde plutôt. J'ai fait glisser le carnet vers elle. Page après page, elle a découvert nos ventes détaillées. Les premières, timides, 5 décembre, chouette 15 €, marque-page 8 €. Puis les plus importantes, 18 décembre, exposition Rochefort, 1940 €. Et enfin les dernières, impressionnantes, 12 janvier, commande Château de Malagar, 850 €. Mais c'est incroyable. Comment vous avez fait ? Du travail, de la passion et beaucoup de cœur, a répondu Youssef. Votre père, c'est un artiste, mademoiselle. Un vrai.
Nathalie a feuilleté l'article de journal. Henri Beaumont, 80 ans, la renaissance d'un maître ébéniste, titre sur 3 colonnes, avec nos photos et celles de nos créations. Papa, je ne savais pas. Je pensais que... Tu pensais que ton vieux père était fini, que j'étais devenu un boulet, un fardeau financier, que je ne savais plus me débrouiller. Non, enfin, peut-être un peu, mais je m'inquiétais pour toi. Tu t'inquiétais tellement que tu m'as laissé 2 euros pour 2 mois et demi de survie. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait réaliser la portée de son geste. Papa, je suis désolé. L'enveloppe, je l'ai préparée à la va-vite, j'étais pressé par mon taxi. Ce n'est pas l'enveloppe le problème, Nathalie. C'est ce qu'elle représente. Le mépris, l'indifférence, la certitude que je n'étais plus qu'un poids mort. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi pourquoi tu n'as pas pris 5 minutes pour vérifier si j'avais assez d'argent pour vivre. Pourquoi tu n'as pas appelé une seule fois en 2 mois pour prendre de mes nouvelles? J'ai appelé, de Prague, pour m'annoncer que tu prolongeais ton voyage de 6 semaines, sans me demander comment j'allais. Le silence s'est installé dans la cuisine. Nathalie fixait ses mains, incapable de soutenir mon regard. Youssef se faisait tout petit, gêné d'assister à cette confrontation familiale. « Je vais vous laisser », a-t-il murmuré en se levant. « Non, reste », ai-je dit. « Tu fais partie de l'histoire. » J'ai sorti de ma poche le petit coffret que j'avais fabriqué pour Nathalie. Je l'ai posé devant elle, sur la table. « Ouvre-le ». Ses mains tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. Le mécanisme musical s'est déclenché, jouant les premières notes de la Marseillaise. À l'intérieur, les 2 pièces de 1 euro reposaient sur un lit de velours rouge à côté de la plaque gravée. Elle a lu l'inscription à voix haute. « L'argent ne remplace pas le pain, et le pain ne remplace pas l'honneur. Ton père qui t'aime. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. « Papa, pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Il y a juste à comprendre. » Comprendre quoi? Que la valeur d'un homme ne se mesure pas au chiffre de son compte en banque. Qu'un retraité n'est pas forcément un assisté. Qu'un père de 80 ans peut encore surprendre sa fille. Je me suis levé pour aller chercher la bouteille de Bordeaux. Maintenant, on va dîner ensemble, comme une vraie famille. Et tu vas me raconter ton voyage. Mais papa, il faut qu'on parle de... De quoi? De ton mépris? De ton indifférence? De ton égoïsme? À quoi bon? Tu as vu ce dont je suis capable. Tu as compris que ton vieux père n'est pas encore bon pour la casse. C'est l'essentiel. J'ai débouché la bouteille et servi 3 verres. Même à Youssef, qui a d'abord refusé puis accepté quand j'ai insisté. À ta santé, ma chérie, et à ton retour, on a trinqué en silence. Le vin était excellent. Un château Margaux de 2015 que j'avais acheté avec mes premiers bénéfices d'artisan. Pendant le dîner, Nathalie m'a raconté son voyage, Londres et ses musées, Amsterdam et ses canaux, Prague et ses châteaux, Rome et ses monuments. Elle parlait avec passion, les yeux brillants, gesticulant comme une adolescente. J'écoutais en pensant que ce voyage lui avait fait du bien, qu'elle avait eu raison de partir finalement, même si elle avait eu tort de me laisser dans ces conditions. « Et toi, Youssef, tu étudies quoi exactement ?» a-t-elle demandé vers la fin du repas. « L'architecture, mademoiselle. Je suis en 4e année à Bordeaux. »« Et tu veux faire quoi plus tard ?»« Créer des bâtiments durables, écologiques. Mais grâce à votre père, j'ai découvert l'importance de l'artisanat. Je veux intégrer des éléments faits, main dans mes futures constructions. » C'est beau, ça. Papa a toujours eu le don pour transmettre. Il m'apprend plus que tous mes professeurs réunis, a ajouté Youssef. Vers 22 heures, Youssef s'est excusé et est remonté chez lui. Nathalie et moi, on s'est retrouvés seuls dans la cuisine, comme au vieux temps. « Papa, a-t-elle dit en prenant ma main, je veux que tu saches que je suis fier de toi, de ce que tu as accompli. Merci, ma chérie. Et je veux t'aider. Pour ton activité et tes commandes, tu as besoin de quelque chose. J'ai besoin que tu me regardes avec respect, comme un homme capable, pas comme une charge. C'est promis. Et j'ai besoin que tu comprennes que je ne veux plus jamais recevoir d'aumône déguisée en générosité. Papa, ces 2 euros, Nathalie,
Ils ont été plus précieux que tous les billets que tu aurais pu me donner. Parce qu'ils m'ont obligé à me dépasser, à retrouver ma dignité, à prouver ma valeur. Je ne recommencerai plus, promis. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu aies confiance en moi, que tu croies en mes capacités, que tu sois fière d'être la fille d'Henri Beaumont. Je le suis, papa. Je l'ai toujours été. Non, tu ne l'étais plus. Depuis la mort de maman, tu me regardais comme un déchet, comme quelqu'un qui avait fait son temps. Elle a protesté faiblement, mais on savait tous les deux que c'était la vérité. Maintenant, ai-je continué, tu vas repartir chez toi, reprendre ton travail, ta vie, et de temps en temps, tu viendras me rendre visite, pas par obligation ou par pitié, par plaisir, pour voir ton père qui a encore plein de projets, plein d'énergie, plein d'amour à donner. Et si j'ai envie de venir plus souvent, tu seras toujours la bienvenue, ma chérie. Cette maison, c'est chez toi aussi. Elle s'est levée pour m'embrasser. Un vrai baiser de fille qui retrouve son père. Pas le baiser expéditif d'avant son départ. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Elle est repartie vers 23h, en promettant de revenir le dimanche suivant. Avec son nouveau compagnon, m'a-t-elle annoncé. Un architecte rencontré à Rome qui adorerait découvrir mon travail. Je me suis retrouvé seul dans ma cuisine, entouré des vestiges de cette soirée de retrouvailles. Le coffret musical était resté ouvert, les 2 pièces de 1 euro brillant sous la lumière. Ces 2 euros qui avaient tout changé. Je les ai prises dans ma main, comme le soir où Nathalie me les avait données. Elles avaient la même température, le même poids, la même apparence. Mais pour moi, elles ne représentaient plus la même chose. Plus l'humiliation ou l'aumône. Elles symbolisaient maintenant la renaissance, la dignité retrouvée, la preuve qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer. Les jours suivants ont repris leur rythme de croisière. Youssef et moi, on a continué notre travail d'atelier. Les commandes affluaient toujours. L'article de Sud-Ouest avait fait du bruit, et on recevait des demandes de toute la région. Certains clients étaient même prêts à attendre 6 mois pour avoir une de nos créations. Un matin, Madame Leblanc m'a apporté une proposition inattendue. Monsieur Henri, mon beau-frère tient une galerie d'art dans le quartier des Chartrons. Il voudrait organiser une exposition de vos œuvres. L'art de la Renaissance, il veut l'appeler. Ça vous intéresse ? Une exposition dans une vraie galerie, le rêve de tout artisan. J'ai accepté immédiatement. L'exposition a eu lieu en mars, 3 mois après le retour de Nathalie. On a présenté une trentaine de nos plus belles pièces, accompagnées de panneaux explicatifs sur nos techniques et notre démarche. Le vernissage a attiré plus de 100 personnes, amateurs d'art, collectionneurs, journalistes et même le maire adjoint à la culture. Nathalie était là, évidemment, avec Marco, son nouveau compagnon, un Italien charmant qui parlait couramment français et qui s'extasiait devant chacune de nos créations. Monsieur Henri, m'a-t-il dit, en Italie, on a une expression « l'art non ha età ». L'art n'a pas d'âge. Vous en êtes la preuve vivante. Youssef était aux anges. Ses parents avaient fait le voyage depuis Rabat pour assister au vernissage. Sa mère, une petite femme énergique en djellaba colorée, n'arrêtait pas de me bénir en arabe en caressant nos sculptures. « Vous avez sauvé notre fils », me répétait-elle. Il était perdu dans ses études. Vous lui avez donné une passion, un but, une direction. L'exposition a duré 3 semaines. On a vendu 18 pièces pour un chiffre d'affaires total de 4 200 €. Mais au-delà de l'aspect financier, c'était surtout une consécration artistique. Nous n'étions plus des artisans de trottoir, mais des créateurs reconnus. Le jour de la fermeture, le galeriste nous a proposé de devenir nos représentants officiels. « Messieurs, vous avez un talent rare. Je serais honoré de présenter vos œuvres en permanence dans ma galerie. » On a accepté, bien sûr. Avec un local permanent et une clientèle établie, on pouvait voir l'avenir avec sérénité. Ce soir-là, en rangeant nos dernières œuvres, j'ai repensé à ces fameux 2 € qui avaient tout déclenché. Dans mon porte-monnaie, j'avais maintenant des centaines d'euros.
Dans mon carnet, des milliers d'euros de commandes. Dans mon cœur, la fierté retrouvée d'un artisan respecté. Monsieur Henry, m'a dit Youssef en fermant les derniers cartons, vous réalisez le chemin qu'on a parcouru? Je réalise surtout qu'on n'a fait que commencer, mon garçon. Comment ça? Tu vas bientôt finir tes études. Moi, j'ai encore quelques belles années devant moi, si Dieu veut. On pourrait créer un vrai atelier, former d'autres apprentis, transmettre notre savoir-faire, une école d'ébénisterie, avec vous comme maître. Pourquoi pas? Il y a tellement de jeunes qui cherchent leur voie, tellement de savoir-faire qui se perdent. Ses yeux brillaient d'excitation. Une école d'ébénisterie à Bordeaux, dirigée par un maître artisan de 80 ans et un jeune architecte passionné. L'idée n'était pas si folle que ça. Aujourd'hui, 6 mois après ces fameux 2 euros, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus un retraité solitaire qui compte ses centimes. Je suis Henry Beaumont, maître ébéniste, directeur de l'école d'artisanat traditionnelle de Bordeaux, mentor de 12 apprentis, père fier d'une fille qui me respecte enfin. Nathalie passe me voir tous les dimanches. Elle amène souvent Marco, qui s'intègre parfaitement à notre petite famille reconstituée. Il m'aide parfois à l'atelier, ponçant les pièces faciles ou préparant les finitions. Voir ma fille manier une râpe à bois avec application, ça me réchauffe le cœur. L'école marche bien. Nos apprentis viennent de toute la France, parfois de l'étranger. Hier, j'ai accueilli un jeune japonais qui veut apprendre nos techniques européennes pour les adapter aux essences de son pays. La semaine dernière, c'était une Canadienne passionnée par la sculpture sur bois flotté. Youssef a terminé ses études d'architecture avec mention. Il a décidé de rester avec moi pour développer l'école. On a des projets plein la tête. Un atelier de restauration de meubles anciens, des stages pour les retraités, même une chaîne YouTube pour enseigner l'ébénisterie en ligne. Mes mains de 80 ans ne tremblent plus. Elles ont retrouvé leur sûreté d'autrefois, leur précision de maître artisan. Mes yeux brillent à nouveau de cette flamme qui s'était éteinte après la mort de Monique. Mon cœur bat au rythme des projets, des créations, des transmissions. Et chaque matin, en descendant dans mon atelier, je repense à ces 2 euros. Ces 2 petites pièces de métal qui ont changé ma destinée. Elles sont toujours dans le coffret musical, précieusement conservé. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Le rappel qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer, qu'on n'est jamais trop pauvre pour entreprendre, qu'on n'est jamais trop seul pour créer du lien social. Il suffit parfois d'un rien pour tout transformer, d'une mèche de scie d'occasion, d'un morceau de bois flotté, d'un jeune voisin bienveillant, d'une main qui se tend, d'un cœur qui refuse de capituler. Ma fille croyait m'humilier avec ses 2 euros. Elle m'a rendu le plus beau cadeau de ma vie, la possibilité de lui prouver que son père valait mieux que ce qu'elle pensait, et surtout la possibilité de me le prouver à moi-même. Aujourd'hui, quand on me demande le secret de ma renaissance, je réponds toujours la même chose. Respectez vos anciens. Ils ont encore beaucoup à donner, et parfois, ils vous surprendront. Car c'est ça le message que je veux laisser, à tous ceux qui pensent que la vieillesse, c'est la fin, à tous ceux qui considèrent leurs parents âgés comme des fardeaux, à tous ceux qui croient qu'après 70 ans, on ne peut plus rien créer, rien construire, rien transmettre. L'âge, ce n'est pas un handicap, c'est un trésor d'expérience, de savoir-faire, de sagesse. Mes 80 ans ne m'ont pas diminué. Ils m'ont enrichi. Chaque ride de mes mains raconte une histoire. Chaque geste maîtrisé porte en lui des décennies d'apprentissage. Alors la prochaine fois que vous croiserez un senior qui semble perdu, qui paraît inutile, qui donne l'impression d'être fini, regardez-le avec d'autres yeux. Peut-être qu'il ne lui manque que 2 euros et un peu de confiance pour vous étonner. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai eu raison de transformer l'humiliation de ma fille en leçon de dignité? Ou aurais-je dû être plus dur avec elle? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Votre avis compte pour moi, et il compte pour tous ceux qui vivent des situations similaires. Car au final, ce n'est pas vraiment une histoire sur l'ébénisterie.
C'est une histoire sur la famille, le respect, la transmission, l'amour filial. C'est l'histoire de tous ces seniors qu'on oublie, qu'on néglige, qu'on considère comme des poids morts, alors qu'ils ne demandent que ça, qu'on croit encore en eux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour recommencer, même avec 2 € en poche. L'honneur, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Et parfois, ça se reconquiert, une coupe de bois après l'autre.